À mon retour de mission, j'ai trouvé des inconnus dans ma maison. Mon père l'a vendue pour éponger les dettes de ma sœur la princesse. Ils ont ri, elle en a plus besoin que toi. J'ai simplement souri et je suis parti. Quelques jours plus tard, j'ai fait geler leur compte, puis je suis revenu avec un mandat. Le vol d'Okinawa à Seatac est un long et pénible trajet qui vous donne l'impression que votre âme a été laissée quelque part au-dessus de l'océan Pacifique. J'étais éveillé depuis près de 20 heures, mon corps à l'étroit dans un siège du milieu, vibrant au faible bourdonnement des moteurs. La plupart des gens dans l'avion étaient des touristes revenant de vacances ou des voyageurs d'affaires faisant défiler des feuilles de calcul, mais moi, j'étais simplement le sergent-chef Morgan Reynolds, rentrant enfin à la maison. 18 mois. C'est le temps que j'avais passé en poste à la base aérienne de Kadena. 18 mois d'une humidité qui vous collait à la peau comme de la glu. 18 mois de discipline rigide. Étage 18 mois à rêver d'une chose en particulier, mon Porsche d'entrée. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de bloquer les pleurs du bébé à la rangée 32. J'ai imaginé ma maison. Ce n'était pas un manoir. C'était un bungalow de style Craftsman des années 1950 à Tacoma que j'avais acheté il y a 5 ans. Quand je l'ai acheté, l'endroit était une ruine. Le toit fuyait, les planchers étaient déformés et le jardin était une jungle de mûriers. Je l'avais rénové moi-même. Chaque clou, chaque couche de peinture, chaque planche de plancher remise à neuf avait été payée avec ma prime de risque et ma sueur. C'était la seule chose en ce monde qui était vraiment à moi. C'était mon encre. Ma famille, en revanche, était moins une encre qu'une lourde chaîne que je traînais. Mon père, Gérald, et ma petite sœur, Lexi. Je ne leur avais pas dit que je rentrais plus tôt. Je voulais leur faire la surprise. Dans mon bagage à main, j'avais une bouteille de saké cher pour papa et un ensemble de produits de soins de la peau haut de gamme pour Lexi, le genre qu'elle me suppliait toujours d'acheter parce qu'elle prétendait que sa peau était trop sensible pour les marques de supermarché. J'ai regardé ma montre. Nous descendions. Mon estomac a fait ce petit bond qu'il fait toujours quand les roues touchent le sol américain. Alors que l'avion roulait vers la porte d'embarquement, j'ai désactivé le mode avion. Mon téléphone a vibré. Puis il a vibré encore et encore. Une rafale de notifications comme une mitraillette. J'ai froncé les sourcils, m'attendant à des appels manqués de papa ou peut-être à un SMS de bienvenue s'il avait découvert d'une manière ou d'une autre mon horaire de vol. Mais l'écran était rempli d'alertes de ma banque. Activité suspecte détectée. Virement bancaire initié. Confirmation de changement d'adresse. Mon cœur martelait contre mes côtes plus fort qu'il ne l'avait jamais fait pendant un exercice. J'ai fait défiler l'écran. Il n'y avait pas de SMS de papa. Pas de SMS de Lexi. Juste une liste numérique froide d'alertes m'informant que ma vie était en train d'être réorganisée alors que j'étais à 30 000 pieds dans les airs. J'ai essayé de me connecter à mon portail hypothécaire, mais l'application ne se chargeait pas avec les données capricieuses de l'aéroport. Probablement un bug, me suis-je murmuré, en attrapant mon sac de marin dans le compartiment supérieur. Juste un bug. Mais en traversant le terminal, en évitant les familles qui se retrouvaient avec des étreintes et des larmes, un œuf froid s'est formé dans mon ventre. Je ne me sentais pas comme une soldate rentrant à la maison. Je me sentais comme une étrangère entrant dans un piège. J'ai évité la livraison des bagages et je suis allé directement à la station de taxi. J'avais besoin de voir mon Porsche. J'avais besoin de voir mes roses. Une fois assise sur mon propre canapé, je me suis dit que tout prendrait son sens. Le chauffeur de taxi était un homme bavard qui voulait parler de la météo, mais je regardais par la fenêtre, observant le paysage gris et bruneux de Washington défiler. Lorsque nous avons tourné dans ma rue, Cedar Avenue, je me suis penché en avant, mon souffle embuant la vitre. Juste ici. Numéro 420, ai-je dit. La voiture s'est arrêtée. J'ai tendu un billet de $20 au chauffeur et je suis sorti. Et puis je me suis figé. Quelque chose n'allait pas. Mes roses avaient disparu. Les rosiers anciens que j'avais plantés il y a 3 ans, ceux que j'avais taillés et fertilisés avec un soin obsessionnel, avaient été arrachés. À leur place se trouvaient des arbustes génériques et faciles d'entretien, du genre de ceux qu'on voit sur les parkings de dentistes. J'ai remonté l'allée, mon sac de marin lourd sur l'épaule. Il y avait une voiture garée dans mon allée. Ce n'était pas le vieux camion Ford de mon père. C'était un cabriolet rouge vif, tout neuf, avec une plaque d'immatriculation temporaire en papier. On aurait dit une pomme d'amour tombée dans la boue. Qu'est-ce qui se passe, ai-je marmonné.
J'ai monté les marches. Les meubles du porche étaient différents aussi. Ma chaise à bascule en bois restaurée à la main avait disparu, remplacée par un ensemble de bistrots en métal moderne et fragile qui avait l'air inconfortable et bon marché. Mon pouls battait maintenant dans mes oreilles. J'ai fouillé dans ma poche, sorti mon trousseau de clés et enfoncé la clé de ma maison dans la serrure. Elle ne tournait pas. Je l'ai secouée. Je l'ai retirée et j'ai réessayé. Rien. C'était comme essayer d'ouvrir la porte d'un inconnu. Vous vous moquez de moi, ai-je sifflé. J'ai laissé tomber mon sac et j'ai contourné la maison par l'arrière. L'instinct militaire a pris le dessus. Vérifier le périmètre. Peut-être que papa avait changé les serrures parce qu'il avait perdu une clé. Cela ressemblait à quelque chose que Gérald ferait. J'ai tourné au coin vers le jardin et je me suis arrêté net. Mon potager avait disparu. Les plates-bandes surélevées où je cultivais des tomates et des poivrons avaient été nivelées et recouvertes de gazon. Et debout au milieu de ma cuisine, visible à travers la porte-fenêtre coulissante, se trouvait une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était plus âgée, peut-être dans la cinquantaine, portait un tablier à fleurs et tenait un arrosoir. Elle a levé les yeux, m'a vu debout là dans mon treillis avec un regard meurtrier sur le visage, et a laissé tomber l'arrosoir. Il a fait un bruit métallique en tombant sur le sol. Elle a tâtonné avec la serrure et a fait glisser la porte pour l'entrouvrir, l'air terrifié. « Je peux vous aider ? Qui êtes-vous ? » « J'habite ici, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. »« Qui êtes-vous ? » « Je suis Martha, » a-t-elle balbutié en se tenant la poitrine. « J'ai acheté cette maison la semaine dernière. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je vais appeler la police. » « Acheter ? » Le monde a basculé sur son axe. « De qui ? » ?»« De Monsieur Reynolds, » a-t-elle dit. Frank Reynolds et sa fille. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mes genoux semblaient faibles, mais je ne me suis pas effondré. Je ne pouvais pas, M. Reynolds est mon père, ai-je dit en sortant ma carte d'identité militaire et en l'appuyant contre la vitre pour qu'elle puisse la voir. Et je n'ai pas vendu cette maison. Martha a regardé la carte d'identité, puis moi. Sa peur a commencé à se transformer en confusion. Mais ils ont dit que vous restiez au Japon. Ils ont dit que vous ne reveniez pas, avant que je puisse répondre, le bruit d'un moteur vrombissant a fendu l'air. Je me suis retourné. Le cabriolet rouge dans l'allée était bloqué par une autre voiture qui arrivait. Le camion de mon père, mais ce n'était pas papa qui conduisait. Lexi était au volant de la voiture rouge, et papa était sur le siège passager. Ils étaient là. J'ai laissé Martha debout à la porte arrière et je me suis précipité vers l'avant de la maison. Lexi sortait du cabriolet rouge, l'air prête pour une séance photo. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées, tenait une tasse de café venti et riait de quelque chose que mon père avait dit. Papa est sorti du siège passager. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, les épaules un peu plus voûtées, mais il avait la même mâchoire obstinée. Il portait une nouvelle veste en cuir qui semblait bien trop chère pour son budget. Ils ne m'ont pas vu au début. Ils étaient trop occupés à admirer la maison, ma maison. Et, ai-je aboyé. La seule syllabe a claqué comme un fouet dans l'air calme de la banlieue. Ils ont tous les deux sursauté. Lexi a laissé tomber ses lunettes de soleil. Papa s'est retourné, les yeux écarquillés. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai vu la culpabilité traverser son visage. Mais ensuite, comme toujours, il l'a enfoui sous une couche de colère défensive. « Morgan, » a dit papa, « qu'est-ce que tu fous ici ? Qu'est-ce que je fais ici ?» J'ai ri, un son bref et sans humour. « J'habite ici, papa. » Où j'y habitais jusqu'à ce que je rentre à la maison pour trouver une étrangère dans ma cuisine et mes serrures changées. Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu as vendu ma maison ? Lexi a ramassé ses lunettes de soleil, les inspectant pour voir si elles étaient rayées. Elle ne m'a pas regardé. Tu ne l'utilisais pas, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'ennui. Mon Dieu, Morgan, tu viens de rentrer et tu commences déjà à faire des histoires. Tu ne peux pas juste dire bonjour ? Bonjour, ai-je dit en m'approchant. J'ai pointé la voiture rouge. C'est là que mon capital est passé ? Dans cette camelote. C'est une restauration de voitures de collection, a rétorqué Lexi. Et c'est un investissement pour ma marque. Tu ne comprendrais pas, ta marque. J'ai regardé papa. Tu as vendu ma maison,
la maison que j'ai payée, la maison que j'ai rénovée pour qu'elle puisse acheter une voiture pour son Instagram. Papa a croisé les bras, bombant le torse. Écoute-moi bien, Morgane. Tu étais à l'étranger. Tu as l'armée pour s'occuper de toi. Tu as des casernes, de la nourriture, un salaire régulier. Lexi, elle a traversé une période difficile. Elle avait besoin d'un nouveau départ. Elle croulait sous les dettes et nous devions faire quelque chose. Alors, vous m'avez volé, ai-je demandé. Ce n'était pas du vol, a crié papa, le visage devenant rouge. J'ai une procuration. Tu l'as signée toi-même avant de partir. Tu m'as dit de m'occuper des choses. Je t'ai dit de payer les factures, ai-je hurlé en retour, perdant mon sang-froid pour la première fois. Je ne t'ai pas dit de liquider ma vie. C'est juste une maison, Morgane, est intervenue Lexi en se plaçant à côté de papa. Elle a posé une main sur son bras, jouant la parfaite fille solidaire. Tu es toujours si matérialiste. La famille est de la famille. C'est ce que papa dit toujours. Tu es forte. Tu peux supporter de dormir sur un lit de camp ou de louer un appartement. Moi. Je suis fragile en ce moment. Mon anxiété a été si terrible. J'avais besoin de cet argent pour me sentir en sécurité. Elle m'a regardé avec ses grands yeux de biche qu'il avait sortis d'affaire toute sa vie. Elle en a plus besoin, a répété papa en hochant la tête. Tu es une survivante, Morgane. Tu es dure. Lexi est délicate. Elle a besoin d'un filet de sécurité. Tu devrais être heureuse d'avoir pu aider ta sœur. Je les ai regardés. Vraiment regardés. J'ai vu la nouvelle veste en cuir. J'ai vu la voiture rouge. J'ai vu l'arrogance dans leur posture. Ils n'étaient pas désolés. Ils se sentaient en droit. Ils croyaient sincèrement que mon sacrifice était leur droit de naissance. Ils pensaient que parce que j'étais une marine, parce que j'étais dure, je n'avais pas de sentiments. Je n'avais pas besoin d'une maison. J'étais juste une ressource à exploiter. La rage en moi n'a pas explosé. Elle s'est cristallisée. Elle s'est transformée en quelque chose de froid, de dur et de tranchant. J'ai arrêté de crier. J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'air humide de Washington remplir mes poumons. Mes épaules se sont détendues. Tu as raison, papa, ai-je dit doucement. Papa a cligné des yeux, surpris par le changement soudain de mon ton. J'ai raison? Oui, ai-je dit. Je suis forte et je sais comment survivre. Un sourire narquois a effleuré le coin de la bouche de Lexi. Tu vois, je t'avais dit qu'elle s'en remettrait. Elle va bien. Alors, a dit papa, déplaçant son poids, l'air soulagé. On peut te conduire à un motel. Il y a un motel 6 près de l'autoroute. C'est pas cher. On ne peut pas te laisser rester ici, évidemment. Martha, la dame qui l'a acheté. Elle est gentille, mais c'est sa maison maintenant. J'ai regardé la maison une dernière fois. J'ai regardé l'endroit où se trouvaient mes roses. Puis j'ai regardé papa et Lexi, et j'ai souri. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le genre de sourire qu'un requin arbore avant de vous entraîner par le fond. Qu'est-ce qui est si drôle, a claqué papa, déconcerté par mon expression. Rien, ai-je dit en ramassant mon sac de marin. Je trouverai mon propre moyen de transport. Profite de la voiture, Lexi. Conduis-la tant que tu le peux. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Lexi, sa voix stridente. Ça veut dire, ai-je dit en leur tournant le dos, que vous deux n'avez absolument aucune idée de ce que vous venez de commencer. J'ai descendu l'allée, les laissant là, confus et irrités, mais surtout soulagés que le problème soit parti de lui-même. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que le jeu était terminé. Ils ne savaient pas que le jeu n'avait même pas encore commencé. Le motel 6 sentait la fumée de cigarettes froides et le produit de nettoyage au citron. C'était un contraste saisissant avec l'odeur de cèdre et de pluie de mon Porsche, mais il faudrait faire avec. J'ai jeté mon sac sur le matelas bosselé et je me suis assise au petit bureau bancal dans le coin. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie. J'avais envie de me recroqueviller en boule et de crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. Mais les larmes ne me ramèneraient pas à ma maison. Les larmes ne répareraient pas le trou dans ma poitrine où se trouvait autrefois ma famille. J'ai ouvert mon ordinateur portable fourni par l'armée et je me suis connecté au Wi-Fi LAN du motel. Puis j'ai fouillé au fond de mon sac de marin et j'en ai sorti un épais classeur noir. Mon classeur de déploiement.
Dans l'armée, on vous apprend à être prêt à tout. Avant de partir pour Okinawa, j'avais fait des copies de chaque document important que je possédais. Acte de propriété, police d'assurance, numéro de compte bancaire, et oui, le document de procuration. J'ai ouvert le classeur à la section intitulée « Légal ». Il était là, la procuration. J'ai fixé ma signature en bas. Je me suis souvenu du jour où je l'ai signé. Papa m'avait emmené déjeuner dans un dîner. Il m'avait commandé un milkshake, comme quand j'étais enfant. Il avait l'air si inquiet que je parte à l'étranger. « Signe ça, ma chérie », avait-il dit en poussant le papier sur la table grasse. Dieu nous en préserve si quelque chose arrive, ou si une canalisation éclate, ou si le fisc frappe à la porte. Je dois pouvoir m'en occuper pour toi afin que tu puisses te concentrer sur ta mission. Tu ne fais pas confiance à ton vieux père ? Je lui avais fait confiance. J'avais signé une procuration générale et durable. Elle lui donnait de larges pouvoirs. Mais, et c'était un gros mais, je me souvenais avoir demandé au notaire d'inclure une clause spécifique. J'ai parcouru le document, mon doigt traçant les lignes du jargon juridique. J'ai retenu mon souffle. Papa l'avait-il enlevé ? L'avais-je imaginé ? Non. Elle était là. Paragraphe 14, sous-section B, le mandataire ne doit pas utiliser les biens du mandant au profit du mandataire ou de tout tiers, sauf autorisation écrite spécifique du mandant pour cette transaction spécifique. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Je t'ai eu, ai-je murmuré. Papa avait le pouvoir de vendre la maison, oui, mais il avait un devoir fiduciaire d'agir dans mon meilleur intérêt. Vendre ma maison pour payer ses dettes ou celles de Lexi était une violation directe de ce devoir. C'était une transaction intéressée. C'était du vol. Mais j'avais besoin de preuves. J'avais besoin de montrer exactement où l'argent était allé. Je me suis reconnecté à mon compte bancaire. L'interface était maladroite, mais j'ai navigué jusqu'à l'historique des transactions. La maison s'était vendue pour 450 000 $. Le remboursement de l'hypothèque était de 200 000 $. Cela laissait 250 000 $ de capital. J'ai regardé l'écran pendant que la page se rafraîchissait. Virement sortant de 120 000 $ à L. Reynolds. Lexi. Virement sortant de 80 000 $ à G. Reynolds. Gérald Papa. Virement sortant de 50 000 $ à Slad Realty Solutions. Ma mâchoire s'est crispée. Slad. C'était le copain de beuverie de papa. Un agent immobilier véreux qui portait des costumes trop brillants et sentait l'eau de Cologne bon marché. Bien sûr, c'était lui qui avait facilité cela. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je les ai organisées en dossier. Je construisais une salle de crise dans une chambre de motel à 20 $ la nuit. Mon téléphone a sonné. C'était un SMS de Lexi. Ne sois pas fâché, Serette. Tu peux rester dans la chambre d'amis de la nouvelle location de papa si tu promets de ne pas être négative. On fait la fête ce soir. Bisous. J'ai fixé l'écran. L'audace était à couper le souffle. Elle m'a volé ma maison, m'a mise à la porte, et maintenant elle m'offrait une chambre d'amis dans une location payée avec mon argent, à condition que je ne gâche pas son ambiance. Je n'ai pas répondu. J'ai juste sauvegardé la capture d'écran dans un dossier nommé « Preuve ». Le soleil s'était couché et l'enseigne au néon devant ma fenêtre bourdonnait comme un frelon en colère. J'ai ouvert une bouteille d'eau tiède et je me suis concentré sur l'écran. J'avais le quoi ? Ils ont vendu la maison. Et le qui ? Papa, Lexi, Slad. Maintenant, il me fallait le pourquoi. Papa a dit que Lexi était endettée. Papa a dit qu'elle était fragile. J'ai ouvert Instagram. Je ne suivais pas Lexi. Je l'avais mise en sourdine il y a des années parce que ses publications m'agaçaient, mais son profil était public. J'ai remonté 3 mois en arrière. Photo, Lexi tenant une coupe de champagne sur un bateau. Légende, je vis ma meilleure vie. Photo, Lexi avec une liasse de billets. Légende, investissez en vous-même. Envoyez-moi un DM pour savoir comment j'ai triplé mes revenus en une semaine. C'était une vente pyramidale ou une arnaque crypto. J'ai cliqué sur les comptes identifiés. Quantum Futur Coin. Une recherche rapide sur Google a confirmé mes soupçons. La monnaie s'était effondrée il y a 2 semaines. C'était un rug pull. Les fondateurs avaient disparu avec l'argent de tout le monde. J'ai creusé plus profondément.
Lexi n'avait pas seulement investi son propre argent. Elle avait emprunté. J'ai trouvé une publication d'il y a un mois où elle se vantait d'avoir utilisé des actifs comme levier. Puis je suis passé à Venmo. Son historique de transactions était public. Elle n'a jamais été très maligne en matière de confidentialité. Paiement à Vinny le requin, frais de consultation. Paiement à Vinny le requin, versement 2. Vinny. J'ai cherché le nom dans un registre public. Vincent Gambino. Plusieurs arrestations pour racket et prêt illégal. L'image devenait claire. Lexi voulait jouer à la fille riche. Elle a emprunté de l'argent à des gens dangereux pour investir dans une monnaie frauduleuse, pensant qu'elle deviendrait riche rapidement. Quand la monnaie s'est effondrée, les requins sont venus réclamer leur dû. Elle est allée pleurer chez papa. Papa n'avait pas l'argent, alors il a regardé le seul bien auquel il avait accès, ma maison. Ils n'ont pas vendu ma maison parce qu'ils avaient du mal à acheter de la nourriture. Ils ont vendu ma maison parce que Lexi était une idiote qui a joué à des jeux avec des mafieux, et papa était trop faible pour la laisser affronter les conséquences. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une fureur pure et sans mélange. Ils ont sacrifié mes 13 années de service, ma prime de risque, mon sanctuaire, pour couvrir une dette de jeu d'une influenceuse en herbe. Je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue avec papa juste après la mort de maman. Lexi avait 16 ans. J'en avais 24. Lexi avait accidenté la voiture de papa. Je lui avais dit de la faire payer pour les réparations. C'est juste une enfant, Morgane, avait-il dit. Elle est sensible. Tu es l'aînée. Tu dois être la plus intelligente. J'avais été la plus intelligente toute ma vie. Je m'étais effacé pour que Lexi puisse se sentir grande. J'avais dormi sur des lits de camp pour qu'elle puisse avoir un lit queen size. J'avais mangé des rations pour qu'elle puisse manger des sushis. Plus maintenant, ai-je dit à la chambre de motel vide. J'ai ouvert un nouveau brouillon de mail. Destinataire, capitaine de corvette. Objet, urgent, fraude sur préva à vol. J'ai commencé à taper. J'ai détaillé les dates. J'ai joint la procuration. J'ai joint les virements bancaires, mais je me suis arrêté. J'avais besoin de plus qu'une simple fraude civile. J'avais besoin d'un levier qui les écraserait si complètement qu'ils ne pourraient pas s'en sortir. J'ai navigué vers le site web du registraire du comté. J'ai trouvé l'acte de transfert de propriété de ma maison. J'ai regardé le sceau du notaire. J'ai regardé les signatures. Et là, c'était ça, un petit détail que la plupart des gens manqueraient. Sur l'affidavit d'occupation, il y avait une signature qui ressemblait à la mienne. Pas Frank Reynolds en tant que mandataire de Morgan Reynolds. Juste Morgan Reynolds. Papa n'avait pas seulement abusé de la procuration. Il avait falsifié ma signature pour contourner les restrictions du préva. Un sourire froid s'est étalé sur mon visage. Ce n'était pas seulement du vol. C'était un faux en écriture fédérale. C'était un crime. Le lendemain matin, je ne suis pas allé à la maison. J'ai conduit jusqu'à l'installation militaire la plus proche, la base interarmée Lewis McCord. J'avais toujours ma carte d'identité de service actif. J'ai passé le portail et je me suis dirigé directement vers le bureau d'assistance juridique. Le capitaine de corvette était un homme à l'allure vive, avec des cheveux poivre et sel et des yeux qui semblaient avoir vu toutes les excuses du monde. Il m'a écouté pendant 20 minutes sans m'interrompre. Il a regardé les documents que j'avais imprimés au centre d'affaires du motel. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière dans son fauteuil et a laissé échapper un long sifflement bas. « Sergent-chef » a-t-il dit en tapotant le dossier. « Votre père a été très occupé. »« Je sais, monsieur » ai-je dit. « Puis-je récupérer la maison ?»« C'est compliqué » a dit « L'acheteuse, Madame Higgins, si elle l'a achetée de bonne foi, annuler la vente est compliqué. » Cependant, a-t-il pointé le document que j'avais trouvé la veille, cette falsification sur les documents VA, ça change la donne. Ce n'est plus seulement un différend familial. Cela implique le département des anciens combattants. Cela implique les lois fédérales sur les prêts. Alors, quelles sont mes options? Ai-je demandé. Option A, a dit A. Vous le poursuivez au civil. Ça prend 2 ans. Vous pourriez obtenir un jugement, mais s'il a dépensé l'argent, vous n'obtenez rien. J'ai secoué la tête. Il en a déjà dépensé la moitié. Et Lexi, elle brûle l'argent, n'est-ce pas?
Option B, à poursuiviez, nous traitons cela pour ce que c'est, une fraude criminelle. Nous déposons une plainte auprès de la police locale pour vol et falsification. Nous informons l'inspecteur général du VA. Nous gelons les actifs immédiatement. Il m'a regardé sérieusement. Mais Morgan, vous devez comprendre. Si nous suivons cette voie, votre père ne s'en sortira pas avec une simple tape sur les doigts. Il risque la prison. Et votre sœur, si elle a sciemment reçu des fonds volés, elle pourrait être accusée de complicité ou de recel. Êtes-vous prête à faire ça à votre famille? J'ai pensé aux roses. J'ai pensé à la serrure qui ne tournait pas. J'ai pensé au sourire narquois de Lexi et à la phrase « Elle en a plus besoin ». J'ai pensé aux 18 mois à Okinawa, à manquer les anniversaires, à manquer les vacances, juste pour payer ce toit au-dessus de ma tête. J'ai regardé et dans les yeux. Ce ne sont pas ma famille, monsieur, ai-je dit. Ce sont juste des gens qui ont volé une marine. Et a hoché la tête, une lueur de respect dans ses yeux. Très bien, alors. Commençons à rédiger l'affidavit. En sortant du bureau du JAG, le soleil a percé les nuages. Je me sentais plus légère. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais une soldate en mission. Et l'objectif de la mission était simple. La destruction totale de l'ennemi. Si vous appréciez cette histoire et voulez voir comment Morgan terrasse sa famille pleine de droits, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de gens. Merci beaucoup. La guerre n'a pas commencé avec une assignation à comparaître. Elle a commencé avec une notification sur mon téléphone. J'étais assise dans ma chambre de motel, organisant ma stratégie juridique avec une tasse de café tiède quand mon téléphone a commencé à vibrer. Ce n'était pas un appel. C'était Instagram. Puis Facebook. Puis un texto d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Comment as-tu pu faire ça à ton propre père? Tu devrais avoir honte. J'ai froncé les sourcils et ouvert Instagram. Mon estomac s'est noué. Lexi avait posté une vidéo. Le titre était « Mon cœur est brisé ». Sur la miniature, elle pleurait, des larmes parfaitement mises en scène qui ne gâchaient pas son mascara. J'ai cliqué sur play. « Salut tout le monde », a chuchoté Lexi à la caméra, la voix tremblante. Je ne voulais pas faire cette vidéo, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Ma sœur, elle est revenue de l'armée hier. Nous étions si heureux de la voir, mais elle a changé. Elle est si en colère. Elle essaie de mettre mon père âgé à la rue. Elle menace de nous poursuivre en justice parce que nous avons dû vendre une vieille propriété pour payer des factures médicales et des urgences. Elle a essuyé une larme. Je lui ai offert un endroit où rester avec nous, mais elle m'a juste crié dessus. Elle a dit qu'elle voulait nous voir à la rue. J'ai tellement peur. Si vous pouviez s'il vous plaît envoyer de bonnes ondes, ou si quelqu'un connaît un avocat qui aide les victimes d'abus financiers, s'il vous plaît, envoyez-moi un message privé. La vidéo avait 40 000 vues. Les commentaires étaient un cloaque. Waouh, quel monstre. Les militaires sont toujours si agressifs. Ne t'inquiète pas, ma belle. Le karma s'en chargera. Mets-la dehors. Protège ton père. J'ai jeté le téléphone sur le lit. Des factures médicales? Ai-je crié à la pièce vide. Elle a dépensé l'argent pour un cabriolet et une arnaque crypto. Mes mains tremblaient, non pas de peur mais de la pure injustice de la chose. Elle réécrivait la réalité. Elle utilisait mon silence, ma discipline contre moi. Pendant que je rassemblais des faits, elle rassemblait de la sympathie. J'ai fait les 100 pas dans la petite pièce. Mon instinct était de commenter, de riposter, de poster les captures d'écran de ses paiements Venmo à Vinny le requin. Mais je me suis retenu. C'était ce qu'elle voulait. Elle voulait un combat debout. Elle voulait de l'engagement. Discipline, ai-je murmuré. Tenir la ligne. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le capitaine de corvette. Monsieur, il lance une campagne de relations publiques, ai-je dit. Elle ment surtout. Laissez-la faire, a dit et calmement. Tout ce qu'elle poste est une preuve. Si elle admet avoir vendu la maison pour des factures médicales et que nous prouvons que l'argent est allé à une société écran, c'est une fraude électronique. Sauvegardez la vidéo. N'interagissez pas. Le tribunal ne se soucie pas des likes sur TikTok.
le tribunal se soucie du parjure. J'ai pris une profonde inspiration. Il avait raison. J'ai enregistré la vidéo en capture d'écran. J'ai fait des captures d'écran des commentaires où elle prétendait que l'argent était pour des urgences. Puis mon téléphone a de nouveau sonné. C'était tante Linda, la sœur de papa. Morgane, a-t-elle claqué dès que j'ai répondu. Je viens de voir la vidéo de Lexi. Je suis consterné. Ton père t'a élevé. Il t'a nourri. Et tu traînes son nom dans la boue pour une maison. Une maison, c'est juste du bois et des briques, Morgane. La famille, c'est pour toujours. Tante Linda, ai-je dit en gardant ma voix stable, savais-tu que papa a falsifié ma signature sur des documents fédéraux? Silence à l'autre bout du fil. Savais-tu que Lexi doit 50 000 $ à un usurier? Ce n'est pas vrai, a balbutié Linda. Lexi a dit que c'était pour les médicaments pour le cœur de ton père. Papa n'a pas de problème cardiaque, ai-je dit. Il a un problème de dépense. Je raccroche maintenant, Linda. Ne m'appelle pas à moins que tu ne veuilles témoigner. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué le numéro. L'isolement m'a frappé à ce moment-là. Ils avaient tourné tout le monde contre moi. J'étais la méchante de leur histoire, mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. La méchante de leur histoire était sur le point de devenir la procureure de leur procès. J'avais besoin de le regarder dans les yeux. J'avais besoin de savoir s'il restait une partie de mon père à l'intérieur de l'homme qui a volé mon avenir. J'ai envoyé un texto, papa, retrouve-moi au Déniès sur la 4e rue. Dans 1 heure. Viens seul. Si tu amènes Lexi, je pars et je dépose immédiatement la plainte à la police. Il était assis dans une banquette quand je suis arrivé, l'air petit. Il ne s'était pas rasé. Il portait cette chère veste en cuir, mais maintenant elle avait l'air ridicule, comme un costume sur un acteur fatigué. Je me suis assise en face de lui. Je n'ai rien commandé. Morgane, a-t-il commencé, essayant de paraître paternel. Je suis content que tu sois revenu à la raison. Écoute, on peut arranger ça. Je peux mettre en place un plan de paiement. Je peux te rembourser peut-être 500 $ par mois. J'ai fait le calcul dans ma tête. À 500 $ par mois, il lui faudrait 400 ans pour rembourser le capital qu'il a volé. Je ne veux pas de plan de paiement, papa, ai-je dit. Je veux savoir pourquoi. Il a soupiré en se frottant le visage. Tu ne comprends pas la pression, Morgane. Lexi, elle s'est mise dans le pétrin. Ces gars-là, ils appelaient à la maison. Ils la menaçaient. Elle pleurait tous les soirs. Je ne pouvais pas la regarder se noyer. Alors tu m'as noyé à la place, ai-je dit. Toi, tu sais nager. Il a frappé sa main sur la table, surprenant une serveuse à proximité. Tu as toujours su nager. Tu es la forte. Tu es la marine. Tu as une carrière. Lexi n'a rien. Elle n'est pas comme toi. Elle a besoin d'aide. Je pensais que tu comprendrais. Je pensais que tu voudrais sauver ta sœur. Je l'aurais aidée, ai-je dit doucement. Si tu avais demandé, si tu m'avais dit la vérité. Mais tu n'as pas demandé. Tu as volé. Tu as falsifié ma signature. Tu as regardé tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi j'ai sacrifié, et tu as décidé que ça n'avait pas d'importance. Tu as décidé que je n'avais pas d'importance. Ce n'est pas que tu n'as pas d'importance, a-t-il marmonné en détournant le regard. C'est juste que tu n'as pas besoin de moi. Elle, si. C'était ça. Le cœur du poison. Il m'en voulait parce que je n'avais pas besoin de lui. Il aimait Lexi parce qu'elle était un gâchis que lui seul pouvait réparer. Son amour était basé sur la dépendance. Tu as raison, papa, ai-je dit en me levant. Je n'ai pas besoin de toi. Et après aujourd'hui, je n'aurai plus jamais besoin de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il demandé, la peur s'insinuant dans ses yeux. Je vais te laisser faire face aux conséquences de tes propres actions pour la première fois de ta vie, ai-je dit. Profite du petit déjeuner. Je ne le paie pas, je suis sorti du restaurant. J'avais enregistré toute la conversation sur mon téléphone. Il avait admis la falsification. Il avait admis le vol. Il m'avait donné le clou pour son propre cercueil. Slad Realty Solutions était situé dans un centre commercial entre un magasin de vapotage et un pressing.
Je me suis garé dans ma voiture de location. Je portais mon uniforme de service Alpha, mon uniforme vert avec tous mes rubans. Je voulais qu'il voie exactement qui il avait arnaqué. Je suis entré. Une petite cloche a tinté. Slade était assis derrière un bureau en stratifie bon marché, parlant fort au téléphone. Ouais. Transaction rapide. Argent comptant seulement. Pas d'inspection. Il a levé les yeux et m'a vu. La couleur a quitté son visage si vite que cela ressemblait à un tour de magie. Il a raccroché le téléphone sans dire au revoir. Je peux vous aider? A-t-il couiné. Monsieur Slade, ai-je dit en posant ma casquette sur son bureau. Je m'appelle sergent-chef Morgan Reynolds. Je crois que vous avez aidé mon père à vendre ma maison au 420 Cedar Avenue. Tout était en règle, a-t-il balbutié en transpirant instantanément. Votre père avait la procuration. Je l'ai vérifié moi-même. Avez-vous vérifié la clause qui interdit les transactions intéressées? Ai-je demandé en sortant une copie de la procuration de mon dossier et en la faisant glisser sur le bureau. Paragraphe 14, sous-section B, il a regardé le papier, ses mains tremblant. Et, ai-je continué en faisant glisser un deuxième document, avez-vous vérifié la signature sur l'affidavit d'occupation? Parce que le VA prend la fraude hypothécaire très au sérieux, monsieur Slade. Et puisque vous avez facilité une vente frauduleuse d'une propriété garantie par le gouvernement fédéral, vous risquez de perdre votre licence et probablement une peine de prison fédérale pour complot. Attendez une minute, a dit Slade en se levant, essayant de rassembler un peu de bravade. J'ai juste traité les papiers que Frank m'a donnés. Je ne savais pas qu'il gardait l'argent. Vous ne pouvez pas me mettre ça sur le dos. Vous avez accepté une commission de 50 000 $ sur une vente rapide, ai-je dit, froide comme la glace. C'est bien au-dessus des 3% habituels. C'est un pot de vin. Ça prouve que vous saviez que c'était sale. Slade s'est effondré dans son fauteuil. Il avait l'air sur le point de vomir. Que voulez-vous, a-t-il murmuré. Je veux la vérité, ai-je dit. Je veux que vous signiez une déclaration sous serment détaillant exactement ce que mon père vous a dit, exactement quand vous avez su pour la falsification, et exactement où l'argent est allé. Si vous coopérez, je dirai au procureur que vous étiez un témoin. Si vous ne le faites pas, je leur dirai que vous étiez le cerveau. Il lui a fallu moins de 10 secondes pour céder. Il a attrapé un bloc-notes et un stylo. Frank m'a dit que la fille, Lexi, avait des problèmes avec des usuriers, a avoué Slade en écrivant furieusement. Il a dit que vous ne reveniez pas du Japon. Il a dit qu'il arrangerait ça avec vous plus tard. Il a signé votre nom sur l'affidavit ici même sur ce bureau. Je lui ai dit que c'était risqué, mais il m'a offert l'argent supplémentaire pour faire passer le dossier rapidement auprès de la société de titres. Continuez à écrire, ai-je dit. N'oubliez pas un seul centime. Au moment où j'ai quitté le bureau de Slade, j'avais une confession signée impliquant mon père dans la falsification et la fraude électronique. Le cercle se refermait. Le siège était sur le point de commencer. Le lendemain matin, les rouages de la justice ont commencé à grincer. Le capitaine de corvette m'avait mis en contact avec un avocat civil spécialisé dans la fraude, et nous avons déposé une injonction d'urgence. Avec la confession de Slade et la conversation enregistrée, le juge a accordé une ordonnance de restriction temporaire sur les fonds. J'étais assise dans ma voiture devant le complexe d'appartements de luxe où papa et Lexi louaient un Penthouse. C'était juste un appartement au dernier étage avec un balcon, mais Lexi l'appelait un Penthouse. Je ne les espionnais pas. J'attendais le feu d'artifice. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 10 heures du matin, Lexi est sortie. Elle était vêtue d'une tenue de yoga de marque, tenant son téléphone à l'oreille. Elle avait l'air agacée. Elle s'est dirigée vers son cabriolet rouge. Elle a essayé d'ouvrir la portière. Elle ne s'est pas ouverte. Elle a réessayé. Puis elle a regardé son téléphone. Je pouvais la voir taper furieusement. Elle a remis le téléphone à son oreille. J'ai baissé ma vitre juste assez pour entendre. Comment ça, refusé, a-t-elle crié. J'ai 50 000 $ sur ce compte. Réessayez. Elle a fait une pause. Gelé? Qu'est-ce que vous voulez dire par gelé? Qui l'a gelé? Elle est devenue pâle. Elle a regardé autour du parking, les yeux fous. Elle ne m'a pas vu, garé plus loin dans la rue dans une berline banale. Elle est remontée en courant.
5 minutes plus tard, papa est sorti en courant, toujours en pyjama. Il était aussi au téléphone. Ce doit être une erreur, cria-t-il. Ma fille a besoin de cet argent pour... Allô? Allô? Il a jeté son téléphone sur le trottoir. Il a rebondi et s'est fissuré. J'ai ressenti une sombre satisfaction. Il m'avait coupé l'accès à ma maison. Maintenant, j'avais coupé leur bouée de sauvetage. L'argent, mon argent, était bloqué sur un compte séquestre en attendant l'enquête. Ils ne pouvaient pas payer leur loyer. Ils ne pouvaient pas payer l'essence. Et plus important encore, ils ne pouvaient pas payer Vinny. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Lexi. Espèce de, tu as gelé les comptes. Sais-tu ce que tu as fait? Ils vont me tuer. Tu dois les débloquer maintenant. J'ai répondu par 2 mots. Demande à papa. Puis j'ai mis la voiture en marche et je suis parti. Le premier coup avait été tiré et c'était un coup direct. La partie la plus difficile de toute cette mission n'était pas de confronter papa. C'était de faire face à Martha Higgins. Elle était la victime innocente dans cette guerre. C'était juste une femme qui voulait un jardin. Je me suis garé devant mon ancienne maison. Martha était sur le porche en train de balayer. L'ensemble de bistrot était toujours là. Quand elle m'a vu, elle a arrêté de balayer et a tenu le balai comme une arme. Je vous l'ai dit, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'ai acheté cette maison en toute légalité. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Madame Higgins, ai-je dit en restant sur le trottoir, les mains en l'air. Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici pour vous montrer quelque chose. Je pense que nous avons toutes les deux été trompées. Elle a hésité. Que voulez-vous dire? J'ai remonté lentement le chemin et je lui ai tendu la copie de l'affidavit avec la signature falsifiée. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit. Mon père l'a signée. Il n'avait pas le droit de vous vendre cette maison, Madame Higgins. La société de titres ne le savait pas. Vous ne le saviez pas. Mais la vente est illégale. Elle est nulle. Martha a regardé le papier. Elle a regardé la signature. Puis elle m'a regardé. Mais je leur ai donné l'argent de l'assurance vie de mon mari. Tout. Si la vente est nulle, est-ce que je perds la maison? Le tribunal décidera, ai-je dit doucement. Mais si vous m'aidez, si vous témoignez que mon père vous a menti, qu'il vous a dit que je ne revenais pas, je peux vous aider à récupérer votre argent de sa part. Nous pouvons le poursuivre en justice ensemble. Si nous ne le faisons pas, la banque saisira simplement la propriété parce que la fraude hypothécaire invalide le prêt. Martha s'est assise lourdement sur la chaise de bistrot. Elle a mis son visage dans ses mains. Il avait l'air si gentil, a-t-elle murmuré. Il m'a dit qu'il était fier de sa fille servant à l'étranger. Il a dit qu'il voulait vendre la maison pour vous envoyer un cadeau surprise. Il a acheté une voiture de collection, ai-je dit, et a remboursé un usurier. Martha a levé les yeux. Sa peur avait disparu, remplacée par la colère d'une femme qui avait été prise pour une idiote. J'ai travaillé 30 ans comme infirmière, a-t-elle dit. Mon mari conduisait un camion. Nous avons économisé chaque centime et il l'a volé. Oui, madame, ai-je dit. Il nous a volé toutes les deux. Elle s'est levée. Elle a lissé son tablier. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous appeliez la police, ai-je dit. Et que vous leur disiez exactement ce que Frank Reynolds vous a dit. 3 jours plus tard, les murs se refermaient sur Frank et Lexi. Avec les comptes gelés, le chèque qu'ils avaient fait pour le dépôt de l'appartement de luxe a été refusé. Le propriétaire, ne voulant pas avoir affaire à des locataires qui font de mauvais chèques dès le premier jour, a affiché un avis de paiement ou de départ sur leur porte. Je le savais parce que les petites villes parlaient que le propriétaire était le cousin d'un gars avec qui j'étais au lycée. Je suis passé devant leur complexe d'appartements. Le cabriolet rouge avait disparu. J'ai supposé que Vinny ou ses associés l'avaient repris. Ou peut-être que Lexi l'avait vendu pour une bouchée de pain pour gagner du temps. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. J'ai vu papa sortir du bâtiment. Il portait une boîte de choses. Il l'a mise à l'arrière de son camion. Puis il est retourné à l'intérieur et a sorti d'autres boîtes. Il se faisait expulser. C'était un sentiment étrange de regarder l'homme qui m'avait expulsé de ma propre vie faire maintenant face au même sort. Mais il n'y avait pas de motel 6 pour eux.
Papa avait ruiné son crédit. Lexi n'avait aucun revenu. Mon téléphone a sonné. C'était papa. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné encore et encore. Finalement, il a laissé un message vocal. Je l'ai écouté. Morgane, sa voix semblait brisée, fêlée par les larmes. S'il te plaît, nous n'avons nulle part où aller. Ils ont pris la voiture. Nous devons être partis d'ici ce soir. Juste débloque un peu d'argent. Juste assez pour un hôtel. S'il te plaît. C'est ta sœur. Je l'ai écouté 2 fois. Une partie de moi, celle qui se souvenait de lui m'apprenant à faire du vélo, voulait aider, voulait lui envoyer $500. Mais ensuite, j'ai regardé le dossier sur mon siège passager. La falsification, les mensonges, la campagne de diffamation, elle en a plus besoin. Si je les aidais maintenant, je ne ferais que les conforter à nouveau. Je leur prouverais qu'ils avaient raison, que je n'existais que pour les sauver. J'ai supprimé le message vocal. Discipline, me suis-je dit. La mission n'est pas terminée. Je savais où ils iraient ensuite. Il ne restait qu'un seul endroit. Le seul endroit où ils pensaient encore avoir un droit, ma maison. J'avais raison. Il était 22 heures. J'étais à la maison. Martha avait accepté de me laisser rester dans la chambre d'amis, mon ancien bureau, pour quelques nuits pendant que nous attendions que le processus judiciaire avance. Nous étions assises dans le salon, buvant du thé. Les lumières ont baissé. Ils arrivent, ai-je dit en regardant le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. J'avais reconnecté la sonnette Ring que papa avait essayé de désactiver. Une paire de phares a balayé la fenêtre avant. Le camion de papa s'est garé au bord du trottoir. Reste ici, Martha, ai-je dit. Verrouille la porte derrière moi. Je suis sorti sur le porche. L'air était froid et brumeux. Papa et Lexi remontaient l'allée. Ils ressemblaient à des réfugiés. Papa portait une valise. Lexi traînait un sac de sport, son maquillage coulant, ses cheveux en désordre. Quand ils m'ont vu debout sur le porche, ils se sont arrêtés. Morgane, a dit papa, la voix désespérée. Dieu merci, tu es là. Nous devons rester ici juste pour quelques nuits jusqu'à ce que l'argent soit réglé. Vous ne pouvez pas rester ici, ai-je dit en bloquant les marches. Ce n'est pas votre maison. Vous l'avez vendue, vous vous souvenez? Arrête d'être une, a crié Lexi en laissant tomber son sac. Nous n'avons nulle part où aller. Vinny me cherche. Papa est fauché. Tu dois nous laisser entrer. Je n'ai rien à faire, ai-je dit. Je suis la propriétaire de cette maison et vous êtes en violation de propriété. Je suis ton père, a crié papa, son visage se tordant de cette rage familière. Je t'ai élevé. Je t'ai mis un toit sur la tête. Tu me dois ça. Je te devais le respect, ai-je dit calmement. Et je te l'ai donné. Mais tu l'as vendu pour $80 000 et une fausse crypto-monnaie. Papa a chargé en montant les marches. Dégage de mon chemin. Je rentre dans ma maison. Il a essayé de me bousculer. Je ne l'ai pas frappé. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste utilisé un simple mouvement de redirection que j'ai appris à l'entraînement de base. Je me suis écarté et j'ai laissé son élan le porter contre la rampe. Il a trébuché et est tombé à genoux. Tu m'as frappé, a-t-il crié. Elle m'a frappé. Lexi, appelle la police. Vas-y, ai-je dit en croisant les bras. Appelle-les, s'il te plaît. Lexi a cherché son téléphone en tâtonnant. J'appelle le 911. Je vais leur dire que tu as agressé un homme âgé. Fais-le, ai-je dit. Dis-leur que l'officier Reynolds vous attend. Des lumières bleues et rouges ont inondé la rue avant même que Lexi ait fini de composer le numéro. J'avais appelé l'officier Reynolds 20 minutes plus tôt, dès que j'avais vu le camion de papa tourner dans la rue. 2 voitures de patrouille se sont arrêtées. L'officier Reynolds, un homme grand au visage sévère, est sorti. Il a remonté l'allée, la main posée près de sa ceinture. Que se passe-t-il ici? A demandé Reynolds. Elle l'a frappé, a crié Lexi en me pointant du doigt. Ma sœur a frappé mon père. Nous voulons juste rentrer à la maison. Reynolds m'a regardé. Je me tenais au garde à vous. Officier, ces individus sont en violation de propriété. J'ai une ordonnance de restriction contre le transfert d'actifs,
et il tente d'entrer de force dans la propriété impliquée dans l'enquête pour fraude. Reynolds a regardé papa, qui luttait pour se relever en se tenant le genou. Frank Reynolds? Oui. Arrêtez-la, a crié papa. Frank Reynolds, a dit l'officier en sortant une paire de menottes. J'ai un mandat d'arrêt contre vous pour falsification au premier degré, fraude électronique et vol par tromperie. Papa s'est figé. La couleur a quitté son visage si complètement qu'il ressemblait à un fantôme. Quoi? Non. Non. C'est un malentendu. J'ai une procuration. Pas pour la falsification, vous n'en avez pas, a dit Reynolds. Il a fait pivoter papa et a cliqué les menottes à ses poignets. Le son était fort et métallique dans la nuit calme. Papa, a crié Lexi. Elle s'est retournée pour courir, mais un deuxième officier lui a bloqué le passage. Alexis Reynolds, a demandé l'officier. Nous avons aussi un mandat pour vous. Complot en vue de commettre une fraude et possession de biens volés. Non, a hurlé Lexi. Je n'ai rien signé. C'est papa qui l'a fait. C'était tout lui. Je ne savais pas. Nous avons vos SMS, mademoiselle Reynolds, a dit l'officier en la menottant. Vous avez discuté de la falsification avec votre père le 12 du mois dernier. Je suis resté sur le porche et j'ai regardé. J'ai regardé mon père, l'homme qui était censé me protéger, être poussé à l'arrière d'une voiture de police. J'ai regardé ma sœur, la princesse, pleurer et supplier pendant qu'on lui lisait ses droits. Papa m'a regardé à travers la vitre de la voiture de patrouille. Ses yeux étaient grands, suppliants. Il a articulé un mot, famille. Je l'ai regardé. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je me suis simplement retourné et je suis rentré dans ma maison, fermant fermement la porte derrière moi. 6 mois plus tard, la salle d'audience était stérile et sentait la cire. J'étais assise au premier rang, vêtue de mon uniforme de cérémonie. Martha était assise à côté de moi. Papa se tenait devant la juge. Il avait l'air fragile. Les 6 mois de bataille juridique l'avaient vieilli de 10 ans. Il avait accepté une négociation de plaidoyer pour éviter une peine de 10 ans. Frank Reynolds, a dit la juge en regardant par-dessus ses lunettes. Vos actions ont été méprisables. Vous vous en êtes pris à votre propre fille alors qu'elle servait ce pays. Vous avez escroqué une femme innocente. Vous avez abusé du système judiciaire. Papa fixait le sol. Je vous condamne à 5 ans de probation, a annoncé la juge. Vous êtes condamné à payer une restitution complète à Madame Higgins et à Mademoiselle Reynolds. Comme vous n'avez plus d'actifs, votre pension sera saisie jusqu'à ce que la dette soit payée. Une ordonnance restrictive permanente est également émise. Il vous est interdit de contacter les victimes. Puis ce fut le tour de Lexi. Elle avait essayé de tout mettre sur le dos de papa, mais les SMS la condamnaient. Elle a écopé de 3 ans de probation et de 500 heures de travaux d'intérêt général. Quand ils sont sortis de la salle d'audience, ils ne m'ont pas regardé. Ils avaient l'air vaincus, brisés. Lexi travaillait comme serveuse dans un dîner sur l'autoroute, le seul endroit qui voulait bien l'embaucher avec un casier judiciaire pour fraude. Elle vivait dans un studio avec 2 colocataires. Plus de cabriolets. Plus de publications de filles riches. Papa vivait dans une résidence pour personnes âgées subventionnée par l'État. Sa réputation en ville était détruite. Les amis auxquels il se vantait d'avoir une fille marine lui tournaient maintenant le dos. Je suis sorti du palais de justice et j'ai pris une profonde inspiration. L'air avait un goût sucré. Je me tenais dans le salon du 420 Cedar Avenue. Le tribunal avait annulé la vente. La maison était de nouveau à moi. Martha avait récupéré son argent grâce à la saisie des comptes de papa et à la caution d'assurance de la société de titres après que Slade ait perdu sa licence et admis sa négligence. J'ai passé ma main le long du mur que j'avais peint il y a 5 ans. J'ai regardé le jardin où se trouvaient mes roses. C'était ma maison, mais je ne me sentais plus chez moi. Chaque coin gardait un souvenir de la trahison. La cuisine me rappelait le visage terrifié de Martha. L'allée me rappelait le cabriolet rouge. Le porche me rappelait le sourire narquois de papa. Je ne pouvais pas vivre ici. Le sanctuaire avait été violé. J'ai entendu une voiture s'arrêter. C'était Martha. Elle était venue chercher ses dernières boîtes. C'est une belle maison, Morgane, a-t-elle dit en se tenant dans l'embrasure de la porte. Elle va me manquer. Je l'ai regardée.
C'était une bonne femme. Elle méritait une maison. Martha, ai-je dit. La voulez-vous toujours? Elle a cligné des yeux. Quoi? Je la vends, ai-je dit. Légalement cette fois, à vous, pour le prix initial que vous avez payé. Pas de guerre d'enchères, pas d'agent. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais c'est la maison de vos rêves. C'était, ai-je dit. Mon rêve a changé. J'ai besoin d'un nouveau départ. Quelque part où personne ne connaît mon nom. Quelque part sans fantôme. Nous avons signé les papiers une semaine plus tard. J'ai fait mon sac de marin, le même que j'avais ramené d'Okinawa. J'ai quitté Tacoma alors que le soleil se couchait. Je ne savais pas exactement où j'allais. Peut-être le Texas, peut-être le Montana. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne cherchais pas une encre. J'étais l'encre. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro bloqué. Papa, utilisant probablement un téléphone prépayé. Je ne l'ai pas lu. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et j'ai monté la radio. J'avais perdu une maison, oui, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. La certitude absolue que je pouvais survivre à tout, même à ma propre famille. Alors, dites-moi dans les commentaires, ai-je été trop dur avec ma famille? Aurais-je dû pardonner à mon père et à ma sœur parce qu'ils étaient désespérés, ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Je lis chaque commentaire. Si vous avez apprécié cette histoire de justice, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.